L'épisode que vous vous apprêtez à écouter aborde un sujet sensible et difficile, le suicide. Si vous êtes touché par ce thème ou que cela suscite des émotions fortes, vous n'êtes pas seul et de l'aide est disponible. Si vous avez besoin de parler, des ressources sont disponibles sur les notes de balado. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr. Steven Palanchuk, interniste à Saint-Jean-sur-Richelieu et fondateur de Vocinova. Steven a publié il y a quelques semaines un éditorial courageux intitulé « Qui soigne les soignants ?», dans lequel il confie avoir eu des pensées suicidaires. Il y écrit notamment « La santé des soignants n'est pas un privilège, c'est un besoin essentiel. Pour que nous puissions continuer à soigner, il est plus que temps que quelqu'un prenne soin de nous. » Au cours de cet entretien, mon invité me dresse un portrait lucide et troublant du caractère endémique que représente la détresse psychologique chez les soignants. Steven me parle ensuite de Vocinova, un concept de prise en charge de la détresse des soignants basé sur l'intelligence artificielle. Nous discutons des avantages potentiels liés à cette technologie, tels que l'accessibilité et la confidentialité. L'entretien est donc l'occasion de discuter de tout ce qui entoure la détresse dans la profession médicale et les solutions à mettre en place. Bonne écoute. Steven, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Écoute, c'est tout un honneur de te recevoir donc au podcast La Santé au-delà des mots. Donc, je le répète régulièrement, mais c'est la merveille des médias sociaux, donc qui sont parfois une pépinière d'invités plus intéressants les uns que les autres. Là. Il y a beaucoup de choses néfastes sur les médias sociaux, mais il y en a des bonnes. Puis, la rencontre de ce matin en est une.
Donc, tu es interniste depuis 2018 au 6 de Montérégie-Centre. Donc, essentiellement, ça regroupe l'hôpital de Saint-Jean et Charlemagne, sauf erreur de ma Oui, part, c'est ça. Moi, je suis basé à l'hôpital du Richelieu à Saint-Jean. à Saint-Jean, depuis 2018. Oui. Un gradué de Sherbrooke. Exactement. J'ai fait ma médecine, la résidence à Sherbrooke en médecine interne. Puis, en fait, j'ai fondé le service de médecine interne générale à Saint-Jean. Quand même, quand même. Alors, tu as côtoyé certains de mes collègues et amis et tu dois en côtoyer aussi, donc, à Saint-Jean, parce que c'est un petit milieu, le Québec. C'est un petit milieu, effectivement. Dis-moi, avant qu'on se lance dans le vif du sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené en médecine, puis ensuite en médecine interne, disons? Ouais, ben, j'ai toujours eu une fascination pour le corps humain en général. OK. Comment que ça fonctionne, la science, le fait aussi qu'il y a beaucoup un aspect de contact humain. Mhm. Je trouve que c'est une profession qui est privilégiée dans la relation que ça nous permet d'avoir avec les gens. Puis pour la médecine interne, ben, en fait, c'est que moi, j'aime tout comprendre. J'aime OK. toujours aller au fond des choses. Je veux savoir pourquoi les choses sont comme ça. Ça me rassure d'un côté. Puis de l'autre côté, je trouve que l'aspect détective ou d'intégrer des données ensemble, je trouve ça vraiment fascinant. Puis le raisonnement clinique, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup à Sherbrooke. Puis je pense que ça fait partie d'un peu de nos mentalités. Puis est-ce que la pratique de la médecine interne devient plus complexe ou moins avec les surspécialités ou ça dépend des milieux ou Ça dépend des milieux. C'est sûr qu'il y a des hôpitaux qu'on surnomme les hôpitaux de log, là, des cardiologues, pneumologues, Mhm. etc. La médecine interne va jouer un rôle plus spécialisé ou plus deuxième ligne en fonction de justement où est-ce qu'on est au Québec. Là, il y a des centres comme Victoriaville où est-ce que les spécialistes médicaux, essentiellement, c'est juste des internistes qui se sont trouvés des petites surspécialisations. Drummondville aussi. Ouais, À Drummond, ça l'époque, ressemble à moi ça. j'ai travaillé à Drummond pendant 7 ans, là, puis à l'époque, il y avait peut-être 7 internistes. Là, ils doivent être, je sais pas, je veux dire, 10, Sont 12 une bonne peut-être. gang. Ouais, Non, c'est ça. sont une Puis bonne c'était le gang. modèle, eux, justement. C'était pour, je pense, plus la Mm. continuité des soins aussi, puis la qualité des soins, là, de dire que si la fin de semaine, celui qui te garde en médecine interne, c'est un rhumatologue, peut-être qu'il y a un enjeu au niveau de la prise en charge de certaines pathologies, là, donc Ben, ça c'est sûr semble... qu'on a une certaine polyvalence aussi dans la prise en charge. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a Mhm. des centres où est-ce que justement l'hospitalisation des patients est plus compliquée, mais ça revient souvent en médecine interne. OK. Puis le choix de Saint-Jean, mettons, par rapport à une pratique universitaire ou... Ben, j'avais beaucoup hésité en fait au début à faire des soins intensifs. OK. Puis pour plusieurs raisons, j'ai décidé de m'arrêter parce que les années de fellow puis les sacrifices de la pratique d'intensiviste m'attiraient moins. OK. Puis à Saint-Jean, en fait, j'avais l'opportunité justement. Il y avait Dr Chantal Vallée, là, qui est interniste à Charlemagne, qui est OK. chef du département de médecine spécialisée, qui m'avait donné l'opportunité de fonder un service de médecine interne générale. Donc, je suis arrivé le premier interniste en 2018, seul pendant un an, puis petit à petit, on a recruté, fait notre place, puis l'année prochaine, on va bientôt être 7 internistes. Donc, c'est un modèle qui pourrait s'apparenter à ce que j'ai connu là, à Drummondville, là, avec peut-être certains qui Ben vont nous, faire il y un a peu plus de la beaucoup, cardio, d'autres vont faire plus de la gastro, des en choses. fait, non, c'est ça. Il y a déjà toutes les OK. surspécialités médicales. OK. Donc, nous, on est venu un peu se greffer là-dedans entre les omnis puis la médecine spécialisée. Beaucoup pour faire l'hospitalisation, justement, des patients un petit peu plus compliqués. OK. Puis aussi pour prendre la charge, là, l'unité des soins intensifs. Là. OK, c'est bon. Et Steven, ce qui... je t'ai connu là, via un post sur LinkedIn, je pense, ou un article ou un éditorial dans le journal où tu faisais état d'un certain phénomène de détresse, puis tu mentionnais toi-même avoir déjà, là, on dirait, envisagé le pire, donc faisais référence au suicide. Là, j'ai trouvé ça, un, extrêmement courageux, deux, troublant, surprenant venant d'un jeune médecin, donc je sais que c'est très délicat, là, donc je veux que tu te sentes très à l'aise
me raconter ce que tu es prêt à me raconter, puis on passera par la suite à peut-être les choses positives qui vont peut-être sortir de cet épisode-là de ta vie. Là. Ben, c'est sûr que ça n'a pas été un choix facile de faire ce genre de sortie publique-là parce que je pense que l'image d'invincibilité qui nous colle à la peau, quand on se fait appeler les anges gardiens, on n'a pas le droit d'être faillible. Donc, c'est sûr que ça a pris une certaine dose d'humilité puis de vulnérabilité aussi pour avouer que j'ai eu des moments plus difficiles. C'est sûr que le début de pratique en tant que tel, c'est une grosse période d'adaptation. Comme j'ai dit, j'ai fondé un service, donc c'est sûr que c'est venu avec des sacrifices puis des heures de travail. Qui en ont valu la peine, mais c'est sûr qu'au début, je pense que la recherche d'équilibre elle est plus difficile. On a peur de décevoir, on a un grand sentiment d'obligation envers nos collègues. L'élément déclencheur, en fait, c'est que j'ai eu des collègues dans toute ma carrière, là, soit étudiants en médecine, résidents, patrons, qui se sont malheureusement suicidés. On a eu 2 médecins là, dans notre établissement qui, à peu de temps d'intervalle, ont mis fin à leur jour. Puis c'est sûr que ça a été assez confrontant de se dire que, ça peut arriver. Puis 2, des fois, il y a des flashs comme ça qui nous passent. Je suis convaincu que tu as déjà eu des gardes, des fois infernales, où est-ce qu'on a l'impression de perdre le contrôle. J'appelle ça tomber en surcharge cognitive, là, qu'à un moment donné, on dépasse notre capacité d'adaptation puis de résilience. Puis c'est sûr que la culture médicale, de la manière qu'on est programmé, c'est difficile d'avouer qu'on a des moments où est-ce que ça va moins bien. Même entre nous, ça nous est arrivé combien de fois de se demander comment ça va? Ça va, je survis. Oui, tout à fait. Survivre, c'est pas vivre, là, tant qu'à moi. Exact. Mais pourtant, c'est quand même comme ça je pense comme si on voulait jouer au tough ou montrer qu'on était capable d'en prendre. Puis autant la résidence, c'est ça aussi. On veut démontrer qu'on est capable. On veut montrer au patron qu'on est capable de faire le job. Mais à un moment donné, c'est sûr que, comme disait une des secrétaires avec lesquelles je travaille, on traite des humains, on livre pas des pizzas. Fait que c'est sûr qu'on est des humains qui traitent d'autres humains. Puis à un moment donné, je pense qu'on crée une espèce de distance au début pour essayer de se protéger. Mais des fois, cette distance-là devient peut-être un peu trop excessive. Puis c'est ce que j'appelle, moi, la fatigue compassionnelle. À un moment donné, on a une réserve finie d'empathie. Puis à un moment donné, cette empathie-là peut s'épuiser parce que les exigences du système sont élevées, parce qu'on a l'impression de ne pas être supporté, parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul dans cette situation-là. Fait que c'est sûr que c'est de briser ce silence-là, cette culture du silence aussi. Je trouve, même quand on a eu dans notre établissement des médecins qui ont commis suicide, on en a parlé un petit peu, même dans nos associations. Ça a été soulevé. On a eu les traditionnels courriels des ressources humaines ou de l'établissement de l'aide psychologique qui est disponible aux besoins. Le programme d'aide des médecins du Québec, le PAMQ, est venu faire des interventions, ce qui a été très pertinent et apprécié. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde non plus qui est à l'aise de se confier, puis qui veut pas non plus je pense, il y a une espèce de volonté de pas craquer quand on est à l'hôpital, puis d'essayer de tenir le barrage à flot, parce que si on laisse les vannes ouvrir complètement,
certains pourraient avoir peur de perdre le contrôle puis de ne pas être capable de revenir. Là. Fait que c'est sûr que de briser ce silence-là, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Puis, je me dis, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à peut-être se dire, je pensais pas que c'était possible, mais même Steven a eu de la difficulté, puis j'ai eu des fois l'image du gars un peu justement invincible. On veut jamais montrer qu'il y a des faiblesses, mais je pense que d'être un bon modèle de rôle, des fois, c'est de montrer qu'on est vulnérable puis qu'on est tous des humains, finalement. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Quand même. Penses-tu que c'est encore un peu tabou ou... Moi, je pense que c'est plus accepté qu'avant, disons. Là, j'ai peut-être un peu plus de recul. Là, j'ai commencé à pratiquer en 1997. On n'en parlait même pas, c'est, tout simplement. Puis actuellement, quand des collègues quittent ou... mettons que je ferais sur une période de presque 30 ans, là, on n'en parlait pas en 97. J'ai l'impression peut-être au début des années 2000, on en parlait, puis là, c'était comme avec un petit sourire en coin, là, il ou un tel est en burn-out, là, puis là, j'ai l'impression qu'il y a plus de jugement, peut-être plus de compassion de la part des équipes. Ça ne veut pas dire qu'on fait quoi que ce soit pour le prévenir, là. Et, tu vois, le fait que toi, tu oses sortir publiquement, moi, j'aurais jamais imaginé ça, là. En début de pratique, tu comprends? Oui, je pense que c'est plus... les gens prennent plus l'importance de l'équilibre entre la qualité de vie puis le travail. Est-ce que c'est générationnel ou à un moment donné, je pense que comme société, on est rendu là de dire que on peut se définir par notre travail, mais on est plus que ça. Un humain, c'est plus que son travail. On est la somme de bien d'autres choses. Puis, je pense que de plus en plus, même à la résidence, quand moi j'ai terminé justement en 2018, ça commençait de plus en plus à être formalisé dans les cursus. Puis, je sais aussi que au prédoc, ça commence aussi à faire partie de l'enseignement un peu. Quand on se fait apprendre des questionnaires médicaux, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, on est beaucoup dans l'apprentissage du caring, puis du rôle du professionnel. Mais c'est sûr que d'apprendre à prendre soin de soi-même, je ne sais pas à quel point c'est formalisé dans l'apprentissage encore. Tout à fait. Peut-être pourrait faire partie des solutions tant qu'à moi, parce que de commencer tôt pour mettre les gens à l'aise de parler tôt, je pense que ça pourrait avoir plusieurs avantages là, plus tard. On parle beaucoup, pas beaucoup, peut-être pas assez, mais on parle certainement plus, je pense, de la détresse psychologique dans le réseau de la santé que dans d'autres réseaux. Là. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec cette affirmation-là. J'ai jamais vu des choses, moi, sur la détresse psychologique des avocats, pour dire quelque chose, ou des ingénieurs. Là. Il doit y en avoir. C'est sûr qu'il y a des sources de stress dans toutes les professions. Ouais. Ce qui est particulier avec la médecine, c'est sûr que nous, on joue avec des vies, finalement. À différents niveaux en fonction des spécialités. Il y en a qui vont être plus dans l'acuité des soins, d'autres plus dans le suivi longitudinal, mais tu sais,
ça reste que c'est une profession qui se veut très, très humaine à la base. Fait que c'est sûr, ouais, j'ai l'impression qu'il faut dépasser ça un petit peu. Ouais. Qu'il faut aller plus loin, puis de voir l'humain finalement derrière ça. On a déjà discuté, nous, à l'association, même en séance plénière, un peu de la détresse, tout ça. Puis à l'époque, on s'était fait la réflexion, on avait fait un comparatif entre la carrière de médecin puis de militaire, puis le sacrifice. Finalement, c'est peut-être un modèle qui est dépassé. Sur certains points, je pense qu'il peut y avoir des similitudes, en particulier sur peut-être l'expérience du trauma. Mm-hmm. Moi, je dis souvent que le soigner en tant que tel, ça vient avec le trauma de soigner. Je suis convaincu qu'il y a plein de soignants, de soignantes qui ont vu des choses, qui ont entendu des choses, qui ont ressenti des choses, qui les habitent encore des années après, qui peuvent parfois même devenir quasiment jusque dans le stress post-traumatique. Fait que c'est sûr que ça laisse pas des marques peut-être aussi visibles en termes de violence que ce qu'on voit dans le monde militaire. Mais cette expérience collective-là de soins dans le contexte dans lequel on doit composer avec les exigences du système, l'impression parfois du peu de support qu'on peut avoir, ben c'est sûr que ça vient, je pense, avec cette sensation de trauma-là qu'il faut partager comme tel. Puis, pour avoir déjà fait de la thérapie avec d'autres personnes, justement, dans des contextes de groupe, ben c'est sûr que d'entendre des points de vue similaires aux nôtres, mais de background différents aux nôtres, ça nous fait du bien, des fois. Mm-hmm. Justement, qu'on se rend compte qu'on a souvent plus de similitudes qu'on pense. Justement, j'avais eu des conversations avec des militaires, puis je me reconnaissais quand même sur certains points. C'est sûr qu'il y a eu des différences aussi, mais sur plusieurs points, je trouve qu'il y avait des similitudes. Dans les lectures ou dans les recherches que tu as pu faire, disons, là, l'historique, ce phénomène de détresse qui touche le corps médical, donc, est-ce que ça existait pour dire quelque chose dans les années 60, 70? Je pense que ça a toujours existé. C'est sûr qu'il faut savoir de quoi on parle en termes de définition. Puis je pense que la définition en tant que telle, la détresse chez les soignants ou la fatigue compassionnelle, c'est des concepts qui sont relativement nouveaux, mais c'est une réalité qui a, d'après moi, toujours été là, qui était peut-être plus cachée avant, plus refoulée. C'est sûr que si on recule, puis même avant nous deux, j'ai lu le livre House of God, qui est une satire médicale sur un peu le monde dans lequel on gravite là, quand on est à la résidence. C'est sûr que ça, c'est américain, puis c'est basé sur l'internat aux États-Unis, mais sur plusieurs points, il y avait cette espèce de pas d'ironie, mais de cynisme, des fois, qui fait partie un peu de l'éducation médicale, comme si c'était une fatalité, qu'il fallait l'accepter, puis que c'est comme ça, puis qu'on ne peut pas le changer. Mais je pense que plus les générations avancent, puis je pense qu'on le voit même avec les générations montantes, il y a des choses qu'on acceptait avant que maintenant on n'accepte plus. Avec raison, d'après moi. Puis c'est en parlant ensemble comme ça qu'on va justement briser des tabous puis faire en sorte qu'il y a peut-être plus de personnes qui vont se sentir à l'aise de prendre parole. En même temps, je me questionne toujours sur... où je me fais la réflexion parfois s'il y a certaines choses qu'on met en place pour protéger les soignants qui peuvent pas être nuisibles, mettons, en résidence ou...
par exemple, en réduisant les heures de travail, ce qui en soi a beaucoup de sens, là, de dire que ça n'a aucun sens de travailler 100 heures par semaine. Mais parfois, je me demande si en réduisant les heures de travail, si en diminuant le niveau d'implication des résidents, en diminuant peut-être par le fait même leur sentiment de confiance, ça peut peut-être être générateur d'anxiété finalement, parce que là, ils arrivent à l'hôpital, puis mettons, ils ont été absents 24 heures, ils ont l'impression d'être peut-être déphasés par rapport à ce qui se passe à l'étage. Puis là, finalement, ils se sentent moins impliqués. Tu comprends? Des fois, je me demande si on ne met pas en place des mesures qui sont contre-productives. Mais comme je dis toujours, mais je suis un dinosaure un peu, là. Mais moi, mon approche de la résidence à l'époque, ça avait été de dire, c'est plus un sport d'équipe, ça va durer 5 ans, ça va être ça pendant 5 ans, rien d'autre. Évidemment, moi, je suis un homme, je suis pas une femme, j'ai pas eu d'enfant en résidence. Il y a un paquet d'autres éléments. J'étais relativement jeune, mais... Puis, donc, je ne porte pas de jugement du tout, mais je me demande si parfois, il ne faut pas faire attention à mettre en place des mécanismes qui sont contre-productifs un peu, puis qui font que finalement, on arrive parfois, parce que nous, on le voit en chirurgie, là, j'ai connu des gens qui finalement finissent leur résidence, puis ils n'ont peut-être pas tout le bagage de connaissances ou d'aptitudes pour aller en pratique, puis finalement commencent à pratiquer dans des conditions sous-optimales. Puis je pense que tu peux comprendre cet élément-là d'arriver, d'avoir l'impression d'être mal préparé, puis finalement, c'est une espèce de cascade qui fait qu'on se retrouve parfois, on en entend parler, nous, ça doit arriver en médecine interne aussi, des gens qui quittent la pratique après 5 ans. T'sais. Fait que je veux la transition c'est juste une réflexion générale, disons. Là. La transition entre la résidence et le début de pratique, c'est quand même une grosse période d'adaptation. Puis, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est ce fameux concept de résilience. C'est-à-dire qu'au lieu de changer un système qui est dysfonctionnel, on demande aux individus de devenir résilients. Tout à fait. Fait que on devrait plutôt se poser la question pourquoi ce système-là est dysfonctionnel, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que les individus aient à se sentir comme ça, tout en atteignant les objectifs d'apprentissage. Puis c'est vrai que quand on est résident puis qu'on a toujours un patron derrière nous, ça vient avec une espèce de sentiment de sécurité. Comme s'il y avait des garde-fous. Puis quand on arrive en début de pratique, ben, ces garde-fous-là, ben, ils sont plus là. C'est nous, puis c'est notre responsabilité individuelle. Puis quand on est la personne de garde, ben on est la personne de garde, puis ça vient avec des exigences. Fait que c'est sûr que d'arriver à apprendre à faire ce travail-là sans se brûler, mais tout en étant préparé adéquatement, je pense que c'est un équilibre qui est difficile à atteindre. Mais justement, il faudrait peut-être se poser la question sur, OK, oui, les heures, effectivement, durant la résidence, on devrait faire plus attention. Mais une fois rendu patron, si tous ces seuils-là de sécurité sautent, en quoi c'est plus sécuritaire? En quoi c'est plus sécuritaire si je fais une garde de soins intensifs, que je ne dors pas pendant 72 heures? En quoi je rends service à la population? Tout à fait. Fait que c'est sûr que c'est... Puis dans un contexte des fois de pénurie ou de ressources finies, les ressources ne sont pas infinies. On est tant de médecins à couvrir la liste de garde, c'est sûr que ça vient avec des limites mathématiques. À un moment donné, ton taux revient à telle fréquence, puis les patients dans un hôpital, on n'est pas du 9 à 5, puis il va avoir aujourd'hui, je vais avoir 15 patients dans ma journée, puis ça va être ça. Il y a beaucoup d'imprévisibilité, puis des fois, les patients sont malades, tout simplement, puis on le voit de plus en plus avec le vieillissement de la population, puis les comorbidités qui deviennent de plus en plus lourdes, les patients de plus en plus complexes, les patients sont de plus en plus éduqués aussi, fait qu'ils posent plus de questions, ce qui, en soi, je pense, est une bonne chose, mais ça prend du temps pour répondre à ces questions-là comme il faut, puis de jongler aussi entre
l'espèce de besoin de faire un bon travail, dans le caring, dans le prendre soin. Puis d'un autre côté, ben, j'ai tant de patients à voir, il faut que je réussisse à finir ma journée à un moment donné. Mhm. Ben, c'est sûr que des fois, oui, ça va m'arriver d'interrompre un patient parce que là, ben, je suis désolé, monsieur, madame, mais j'ai pas juste vous comme patient, j'en ai d'autres à aller voir, mais c'est sûr que du point de vue du patient, quand tu reçois ça, ça peut paraître froid ou déconnecté. Mais d'un autre côté, ben c'est ça, c'est qu'on est des humains qui traitent d'autres humains. Là, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore remplaçable par l'intelligence artificielle. Puis ça reste un art, finalement, d'entrer en contact avec une autre personne pour aller comprendre son vécu, puis lui expliquer c'est quoi ses problèmes. Mais c'est sûr que ça prend un temps si on veut que ça soit fait avec une certaine qualité. Tu parlais de résilience tout à l'heure, puis parfois je me dis la raison pour laquelle le réseau de la santé en est rendu là, c'est à cause de notre trop grande résilience. Un exemple, là, pas plus tard que la nuit dernière, là, il y a eu une urgence de nuit là, à l'hôpital. Le personnel infirmier qui est rentré, ça a terminé, je pense, à 5 heures du matin. Là, les gens ont dormi. Il y a une infirmière, une collègue et amie qui a dormi à l'hôpital 1 heure pour pouvoir recommencer à 8 heures. Sinon, on fermait une salle d'opération. Mm-hmm. Puis elle était là ce matin. Là, je l'ai vue ce matin là, avant qu'on entre en ondes. Mm-hmm. Souriante, tout ça. Je veux dire, c'est... Puis c'était correct, là. Elle dit, j'ai mis mon mascara dans ma boîte à lunch en partant là, cette nuit. Là. Puis... je veux dire, on voit pas ça beaucoup dans d'autres secteurs d'activité. Puis je me faisais la réflexion, ça garde comme le système sur le respirateur un peu, là. Parce que les chiffres sont beaux, là, puis les salles d'opération fonctionnent. Puis au niveau administratif, on dit que toutes les salles étaient ouvertes à telle date, telle journée. Les statistiques sont bonnes. Puis je me demande si... je sais pas si je te rejoins là-dedans. Je me demande si c'est pas cette culture de la résilience-là qui fait que... tout le monde est un peu épuisé. Là. Puis nous, on parle des médecins, mais les infirmières, je suis à peu près moralement convaincu que tous les autres corps professionnels qu'on connaît dans l'hôpital sont dans les mêmes conditions. Fait que moi, je verrais ça comme un grand problème, la trop grande... je suis quand même d'accord, parce que c'est sûr... j'ai un exemple aussi, j'ai un collègue chirurgien qui m'a déjà confié qu'à un moment donné, ben, il passait une période un petit peu plus difficile, puis il a fait la demande à l'administration, au personnel du bloc opératoire, de réduire son nombre de cas de 1 par jour. Au lieu de faire, je sais pas, 8 cas, mais il en ferait 7. Puis, ben, ça a été reçu comme « Ah, ben, docteur Untel veut pas travailler ». Puis c'est sûr que là, après ça, ça a escaladé du côté des chefs. Puis là, ben, comment ça, tu veux pas travailler? Puis là, on a des listes d'attente, puis il y a des patients qui attendent. Puis... Fait que c'est sûr qu'on en exige toujours plus des individus. Ce qui me fait toujours sourire, par contre, c'est que quand ces individus-là craquent, quand on pète aux frettes, comme on dit en bon québécois, ben là, c'est pas une réduction de service qui va arriver, c'est une absence de service. La personne part. J'ai connu plein d'infirmières qui ont changé de carrière, qui sont allées faire d'autres choses, soit parce que le feu sacré était plus là ou parce qu'ils n'avaient pas l'impression de pouvoir continuer à soigner sans, à un moment donné, se briser eux-mêmes. Puis ces personnes-là se sont choisies. Ce qui, je pense, est quand même sain parce qu'il faut apprendre à mettre nos limites. Ça vient quand même avec une culpabilité envers nos collègues. Tu sais, le corps médical, on est très... solidaire habituellement, puis ben quand on en a un qui tombe au combat, ben c'est les autres qui vont prendre le relais, puis on va diviser la liste de garde à moins de personnes, notre tour va revenir plus souvent jusqu'à temps qu'on en épuise un autre. Fait que tu sais, on peut pas
on peut pas fonctionner comme ça en pensant qu'à un moment donné, on va réussir à répondre à toutes les attentes. Fait que c'est sûr que, oui, les individus, d'être résilients, je pense que ça peut avoir certains bénéfices, mais il y a une limite à la résilience, finalement. On en parle un peu indirectement depuis tout à l'heure, mais les causes de cette détresse croissante des soignants, puis quand je dis croissant, il y a des statistiques parfois qui sont épeurantes. Là. Parfois, on parle, tu me corrigeras, mais parfois des taux de détresse de l'ordre de 60-70%, là, des pensées suicidaires là, aussi qui sont faramineuses. Là, on en a parlé tout à l'heure. Donc, mais dans ces grandes causes-là, moi, j'en avais... Si tu avais identifié ou à intervenir, là, on a parlé peut-être de cette trop grande résilience. Est-ce qu'il y a d'autres choses, disons, si tu pouvais corriger des... Je pense que la culture aussi médicale qui parfois peut être toxique sans être volontairement comme ça, mais de la manière qu'on est programmé, puis justement de la manière qu'on doit travailler, puis les exigences qui sont sur nous, à un moment donné, c'est sûr que, tu sais, justement, l'exemple de la collègue qui est venue sur une urgence, qui a dormi 1 heure, puis qui, là, elle a un choix. Soit qu'elle retourne se coucher, puis que là, on ferme une salle d'opération, puis là, ça veut dire qu'il va y avoir, peut-être 8 patients qui vont se faire... annuler leur chirurgie à la dernière minute, puis donc ils vont être remis sur la liste d'attente, puis ça va occasionner plein de frustration. De l'autre côté, cette médecin-là, s'il a commis une erreur, est-ce que c'est le système qu'on va blâmer? Non, c'est l'individu. On va dire, là, tu as fait une erreur, tu avais des facultés affaiblies, tu aurais dû prendre une pause. Fait que c'est sûr que au final, on est toujours imputable. Fait que je pense que cette culture-là fait partie du problème. Je pense pour ça aussi que je trouve ça important de prendre parole pour que les gens se disent que c'est correct des fois de ne pas être correct. Puis le classique « Salut, ça va? Oui, toi. » On est un peu dans les formalités, mais des fois de prendre un moment d'arrêt, puis de se demander pour vrai, comment ça va. Parce que soit qu'on voit des signes, des fois, ou qu'on les ignore, parce que ça nous est tous déjà arrivé de voir un collègue plus irritable, moins patient, alors que c'est pas dans sa nature habituellement. Puis on dit, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il a vécu quelque chose? Y a-t-il eu un patient difficile? Est-ce qu'il a vécu quelque chose dans sa vie personnelle? Mais souvent, on garde ça pour nous. On n'en parle pas nécessairement. On ne va pas nécessairement tendre des perches à l'autre personne. Au contraire, des fois, puis pour avoir été dans cette situation-là, des fois, on se fait tendre des perches puis on ne les prend pas. On se fait demander avec une vraie empathie comment ça va, puis on veut pas le montrer que ça va pas bien, on veut pas avouer qu'on peut avoir besoin d'aide, mais je pense que de prendre un moment d'arrêt pour demander de l'aide, ça devient une force à un moment donné, parce que de perdre justement un soignant parce qu'il ou elle pète aux frettes, c'est toute la société qui perd la part de cette personne-là. Fait que c'est pas juste l'individu en tant que tel. Derrière chaque personne, il y a des tragédies. Puis il y a des familles, il y a des proches, il y a des amis qui sont impactés, puis qui vont se répercuter aussi dans leurs environnements. C'est très complexe, finalement. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots.
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Et une autre manifestation, selon moi, de cette fatigue collective, si je peux l'appeler ainsi, c'est quand on parle un peu aux collègues, on a sondé, nous, nos collègues en chirurgie, mais globalement, de voir des médecins prendre leur retraite dans la jeune cinquantaine ou au milieu de cinquantaine. Moi, selon moi, c'est un marqueur d'une certaine forme d'épuisement professionnel, là, ou appelons-le comme on veut, là, mais... Je suis d'accord. J'ai déjà entendu un collègue dire « Ah, ben moi, si je sais que je pourrais pas maintenir ce rythme-là indéfiniment, je vais prendre ma retraite fin quarantaine. » En voulant dire « Ben je vais manger... je vais prendre les bouchées doubles le temps que je suis capable de le faire, puis quand je serai plus capable, mais je vais juste tout abandonner. » Je trouve ça triste de penser comme ça. C'est incroyable. Parce que c'est le plus beau métier du monde, je trouve qu'on fait. On est privilégié de pouvoir entrer en contact comme ça avec les personnes, mais ça prend de l'énergie pour pouvoir le faire. Puis c'est une vocation. Faut aimer ce qu'on fait, sinon, ben on pourra pas le faire avec qualité puis honneur que ça exige. Est-ce que tu penses que les médias, à la limite, les pressions gouvernementales, ont un rôle à jouer quand, par exemple, le ministre de la Santé sort publiquement pour dire qu'il va falloir que les médecins travaillent plus? Il y en a qui ne travaillent pas, là. Quand les médias font état régulièrement du revenu des médecins, il y a tout le temps un petit côté... moi, personnellement, là, ça m'affecte quand même pas mal, là, quand j'ai une semaine de 70 heures dans le corps, puis je vois sortir dans les médias le ministre, ou là, on parle du revenu des médecins, puis là, finalement, je fais le comparatif, puis je calcule un tarif horaire, puis je me dis, pas si exagéré que ça, la semaine que je viens de faire, là... ou quand je rentre le dimanche alors que je suis pas de garde pour faire 5 à 6 heures d'appel. Je sais, pour moi, ça a un impact quand même assez important personnellement, mais je sais pas ta perception. Moi aussi, c'est sûr que je pense que les médecins au Québec, on gagne très bien notre vie. Ceci dit, ben on reste justement des humains. Puis le public fait souvent la différence entre les médecins puis mon médecin. Mon docteur. Mon docteur travaille fort. Mon docteur se rend disponible pour moi. J'aime mon médecin. Mais quand on parle des médecins comme groupe, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, il y a des raccourcis, malheureusement, qui se prennent. Puis, encore là, je reviens au fait que, c'est quoi le prix d'une vie? Finalement, puis j'inviterais ces personnes-là qui parlent d'argent à venir passer une semaine avec nous à nos côtés, voir ça a l'air de quoi la réalité d'un médecin. C'est sûr que les spécialités sont différentes, puis on n'a pas tous le même quotidien ou la même intensité de pratique. Mais pour plusieurs d'entre nous, les décisions qu'on prend impacte directement la vie d'autres personnes de manière permanente des fois. Puis ce genre de poids-là, c'est pas toujours facile à porter. Ça vient avec des sacrifices.
moi, en médecine interne à Sherbrooke, j'ai eu 9 ans d'études post-cégep. Des collègues qui ont fait des fellowships, plus d'années encore. Fait que, tu sais, on reçoit beaucoup du système. Ça, je pense qu'il faut le mentionner, puis il faut en être conscient qu'on est privilégié. Ça vient avec des sacrifices, par contre, qui sont difficiles, tant qu'à moi, à quantifier. Puis, c'est sûr que quand on est dans un contexte, par exemple, en ce moment de négociation avec le gouvernement, bien, c'est sûr que c'est des positions de négociation. Les syndicats vont jouer le rôle des syndicats, puis le gouvernement, qui est l'agent payeur, qui protège l'argent des contribuables, bien, c'est sûr, veut en avoir pour son argent. Fait que, je pense que des deux côtés, il y a des craintes ou des points de vue qui sont tout à fait légitimes. Est-ce qu'on peut pas juste s'asseoir, se parler, puis trouver un moyen d'avoir un système dans lequel on va pouvoir rendre des services à la population de manière adéquate, sans se tuer littéralement à la tâche? Fait, je pense qu'il y a faut prendre un pas de recul, baisser un peu le niveau d'intensité, utiliser notre empathie aussi, puis c'est ça. Je pense qu'il faut en prendre, faut en laisser, puis il faut aussi, comme corps médical, ben, se regarder un peu le nombril, puis se faire un véritable examen de conscience, puis dire, ben, oui, effectivement, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire de plus pour le système? On en fait déjà beaucoup, mais est-ce que des fois, de mieux s'organiser ou de changer notre manière de voir les choses ou de changer les modèles de pratique, peut-être qu'on pourrait avoir des situations qui sont gagnant-gagnant. Ce qui est difficile comme médecin, je trouve, lorsqu'on regarde le système de santé où on évalue l'offre de services, où on parle de les conditions de travail, le salaire, c'est disons que toi ou moi, on a l'impression de faire un bon travail, on a l'impression de s'impliquer, de faire les choses comme il se doit, tout ça, puis on présume que tous nos collègues font exactement la même chose. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, puis là, t'entends une histoire ou t'entends quelque chose, qu'un collègue a fait une chose, puis tu te dis, ça n'a aucun sens, là. Mettons, un tel a refusé de se déplacer sur une garde pour aller voir un patient. Mais comment ça, c'est impossible de ne pas se déplacer. On dirait qu'on projette nos attentes ou on projette notre standard de pratique à l'ensemble du corps médical. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis là, finalement, ça nous confronte de dire, finalement, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Là. Parfois, on s'ouvre les yeux puis on dit, ça n'a aucun sens. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment faire un examen honnête de conscience en tant que groupe. Puis des moutons noirs, il va en avoir dans toutes les sphères de la société. Là. Puis la médecine, on n'est pas à l'abri. Puis des abus, malheureusement, il y en a eu, puis il va probablement en avoir encore. Cela étant dit, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain à cause de ça? Je pense que non. Il y a la majorité, je pense, des soignants au Québec, des médecins font un excellent travail, ils sont dédiés à la tâche, sont là probablement pour les bonnes raisons. C'est sûr que des fois, le rôle des médias, c'est un peu d'être dans le sensationnalisme puis dans des pièges à clics pour faire lire des nouvelles. Fait que c'est sûr que ces moutons noirs-là, ils attirent l'attention. Parce que ça détonne, puis justement, ça met en lumière des fois des contradictions qu'on peut avoir comme groupe. Puis si on dit, là, d'un côté, on vous demande telle chose, là, il y en a qui le font pas, puis qui en plus vont avoir l'odieux de quémander plus d'argent. Fait que, c'est sûr que du point de vue de la population, il y en a qui ont l'impression qu'ils peuvent se faire avoir. Mais c'est une manière de présenter les choses peut-être qui est problématique en tant que telle, selon moi.
Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. La discussion qu'on a depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tout ça, ça débouche sur Vocinova. Tu me corriges. Donc, j'ai regardé un peu, j'ai fait des recherches, puis je suis curieux. Donc, je veux que tu me présentes ce projet-là, parce que il y a un concept d'intelligence artificielle, puis j'avais l'impression que c'était leur dernier endroit où je pourrais voir de l'intelligence artificielle, c'est dans les soins ou la prise en charge de la détresse des médecins. En tout cas, bref, si tu me présentais un peu ce projet qui semble être à ses débuts, si je comprends. Oui, ben c'est sûr que c'est encore embryonnaire. Okay. C'est sûr que, si je parle du nom, Vocinova, pour les voix, puis Nova pour la nouveauté ou le renouveau. Comme une supernova, c'est une étoile qui explose puis qui, dans sa mort, va devenir quasiment l'événement le plus lumineux de l'univers, pour un peu symboliser le fait que des fois, même dans les moments les plus difficiles ou les plus sombres, c'est là qu'on peut se reconstruire puis impacter les gens autour de nous. Fait que c'est parti d'un besoin individuel, c'est-à-dire de moi-même qui a traversé des moments plus difficiles, puis je me suis dit, qu'est-ce qui m'aurait fait du bien ou c'est quoi les ressources dont j'aurais eu besoin? J'ai mentionné plutôt le PAMQ. C'est sûr que je pense qu'ils font un excellent travail, mais des fois, il faut dépasser ça. Puis j'ai un de mes thérapeutes qui disait, si on veut avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Puis si ce qu'on faisait fonctionnait, pourquoi les médecins ont 1,5 à 3 fois plus de chances de mourir par suicide que la population générale? Si ce qu'on faisait fonctionnait, pourquoi on a autant de détresse psychologique chez les soignants? Fait que c'est sûr que je pense que les causes sont multifactorielles. Fait que les solutions doivent être multifactorielles puis s'adapter beaucoup aux individus puis aux groupes. Puis un des intérêts en fait de l'intelligence artificielle, c'est pas de remplacer la connexion humaine, c'est plutôt de venir accompagner les individus dans ce qu'on appelle un modèle de soins par palier. Fait que d'abord l'auto-soin, fait que finalement l'autogestion qui pourrait être des fois des méthodes de journaling ou de méditation pleine conscience, puis plus basé sur le dialogue intérieur empathique. Puis des fois, l'intelligence artificielle, dans un bon contexte, de la bonne manière, peut nous aider à mettre un peu d'ordre dans l'espèce de chaos mental qu'on peut avoir parfois. Puis ça m'est arrivé des fois de juste partir une conversation avec un agent conversationnel, puis c'est juste de me parler à moi-même, finalement. Mais ça m'a aidé à voir les choses différemment. L'intérêt aussi de l'intelligence artificielle, c'est que je pense qu'une des raisons pour lesquelles des fois les soignants ou les médecins n'osent pas demander de l'aide, c'est par peur d'être reconnus, peur que ça ait un impact sur leur carrière, sur la manière dont les gens les perçoivent.
Fait que l'intelligence artificielle, à ce moment-là, pourrait apporter une dimension d'anonymisation. Fait que d'anonymiser en temps réel les interactions entre les individus pour que le message, finalement, puisse être transmis, mais de retirer toutes les informations nominatives ou qui permettraient d'identifier une personne là, dans un milieu. Puis, fait que le premier palier, ça serait l'auto-soin. Le deuxième, le soutien entre pairs. Puis le troisième, ben, le soutien avec l'aide professionnelle, finalement. Fait que je pense que puis l'intelligence artificielle a plus de place au début, puis de moins en moins de place plus on s'approche du côté de l'aide professionnelle. Parce que des fois, ben, c'est sûr que je vais parler même pour moi, mais je suis arrivé à des moments où est-ce que j'ai dû faire appel au PAMQ parce que ben je m'étais rendu compte que là, ben j'y arrivais plus seul par moi-même, puis que j'avais besoin d'aide professionnelle, puis on me dirigeait à des personnes. Mais c'est sûr que l'accessibilité en tant que telle aux services professionnels pour les soignants, c'est pas toujours facile. Souvent, les psychologues ou les professionnels de la santé mentale ben, vont offrir des plages de rendez-vous de 8 à 5, du lundi au vendredi. Puis nous, ben, à ce moment-là, on travaille. Puis, tu sais, là, si on me demande, moi, de choisir entre faire ma garde ou d'avoir un rendez-vous avec un psychologue, ben, si j'arrive pas à échanger ma garde ou à adapter mon horaire, ben, c'est bien de valeur, mais c'est le soin, mon auto-soin qui va prendre le bord. Puis c'est malheureux, mais je pense que d'organiser ou de fédérer plusieurs solutions qui sont déjà existantes, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Des fois, c'est un problème d'accès parce que les gens sont juste pas au courant des ressources qui sont disponibles dans leur milieu. Ou qui auraient besoin d'un peu d'accompagnement pour savoir, ben, OK, là, la problématique que j'ai, à qui faudrait que j'en parle? Est-ce que c'est un psychiatre? Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est un travailleur social? Je pense que d'avoir justement des points de vue différents, c'est ça qui peut faire la force, des fois, des solutions innovantes. Mais dans le concret, disons là, que cette entité Vocinova, ça fonctionnerait comment? Disons, là, moi, je pense que j'ai besoin d'aide, j'irai sur le site, puis ça se passerait comment, disons, là, un parcours? On est sur le point de commencer un projet pilote là, dans notre établissement. Où est-ce que justement, le but pour moi, ça va être un peu de former une coopérative de soignants dans lesquels les gens peuvent demander de l'aide ou offrir de l'aide. Puis des fois, de se rassembler ensemble pour avoir des tarifs de groupe ou d'avoir des professionnels avec des plages de rendez-vous qui nous sont dédiées. Ben ça peut déjà faire partie un peu de la solution. Fait que c'est sûr que au début, ben ça va surtout être de fédérer à un seul endroit plusieurs solutions existantes pour essayer de faire ce que j'appelle un one-stop shop où est-ce que ben OK, j'ai une problématique, ben où est-ce que je peux aller puis savoir un peu où me faire aiguiller. Fait que c'est comme ça. Puis des fois, ben, on est la personne qui demande de l'aide, mais des fois, ben, quand on va mieux, ben, on veut ou on peut redonner au suivant. Puis je pense que souvent, comme soignant, ça fait partie naturellement de nous. C'est-à-dire que souvent, on va être capable de prendre soin des autres avant de prendre soin de nous-mêmes. Puis je pense que de mettre des soignants dans une position de caring envers les autres, c'est ça qui va leur permettre aussi de prendre soin d'eux-mêmes. Fait que, tu sais, je pense que la pratique médicale, on est très bon comme profession pour s'autoréguler. Ben, à un moment donné, je pense qu'il faut
qu'il faut faire état de la problématique, de la réalité qu'on vit. Puis, à un moment donné, il faut juste dire, on met notre pied à terre, puis on dit non, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Comment on peut se rassembler pour faire changer les choses? C'est sûr qu'on ne pourra pas faire changer le système du jour au lendemain, puis qu'on ne pourra pas apporter des solutions pour faire disparaître les gardes lourdes ou les situations des fois cliniques qui sont difficiles. Des fois, on vit des tragédies qui sont terribles et qui sont inimaginables pour les gens qui sont pas dans le domaine médical. Mais ne serait-ce que d'en parler ensemble, mais ça peut déjà faire partie de la solution. L'intelligence artificielle, elle pourrait se greffer dès le premier contact avec Vocinova, disons? Ou... C'est sûr que ce que j'ai comme vision, en fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour justement accompagner dans l'auto-soin, puis dans l'auto-prise en charge de certains symptômes, tout en ayant des garde-fous. C'est-à-dire que si là, il y a des signaux de détresse qui sont exprimés, à un moment donné, il faut escalader. Il ne faut pas que ça reste virtuel. Il faut que ça devienne concret. Puis il faut qu'il y ait un humain qui soit impliqué. Mais des fois, je veux dire, les autres humains ne sont pas disponibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7, alors que l'intelligence artificielle, oui. Fait que c'est sûr que des fois, c'est sûr que ça ne va pas remplacer l'expérience de la connexion humaine, mais ça peut faire avancer déjà un peu les choses puis permettre de mettre un peu d'ordre dans l'espèce de chaos émotionnel qu'on a. Ça peut déjà faire partie un peu de la solution. Tu parlais de soutien entre les pairs. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la plateforme, une fois que tu aurais un nombre suffisant de participants ou d'abonnés, que la plateforme mette en contact 2 personnes finalement, puis qui auraient leur petite bulle, je dirais, de thérapie? Je ne sais pas si il faut rappeler ça comme ça. En fait, oui, c'est ça. Une des fonctionnalités qui est envisagée, c'est justement de pouvoir pairer des utilisateurs ensemble en fonction de plusieurs critères ou d'algorithmes, soit parce qu'ils vivent des choses qui se ressemblent, sont dans un état émotionnel qui est semblable, des fois parce qu'ils ont des points de vue différents et complémentaires, parce qu'il faut éviter les chambres d'écho, puis des fois, on entend ce qu'on veut se faire dire, mais des fois, c'est bien de se faire ramener un peu à l'ordre, puis de se faire donner un point de vue un petit peu plus percutant, tout en étant empathique. Je pense que la relation de mentorat dans la profession médicale pour les soignants, c'est quelque chose qui gagnerait à être formalisé. Puis je pense qu'il y a plein d'étudiants en médecine qui pourraient être jumelés à des résidents ou à des jeunes patrons de manière anonyme, mais qui pourraient s'accompagner parce qu'on a traversé des choses similaires. Il y a des phases de l'éducation médicale et de la carrière qui se ressemblent. À un moment donné, c'est sûr qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, mais on a tous eu une première garde, on a tous eu des gardes difficiles, on a tous eu des patients, des familles qui nous ont marqués. Fait que c'est sûr, il y a des choses qui se ressemblent, puis on gagnerait, d'après moi, à formaliser un petit peu plus ce soutien-là, puis à l'encadrer un petit peu plus. Puis je pense que les gens sont rendus là dans leur recherche d'équilibre. Tu sais, les gens veulent avoir un équilibre entre leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Je pense que de plus en plus, on tend vers cet idéal-là. Mais ça viendrait donc, d'après moi, avec une structure qui faciliterait ça. C'est un peu ça la vision derrière le projet. As-tu des partenaires dans tout ça ou que tu me parles d'intelligence artificielle? Moi, on n'apprend pas ça sur les bancs d'école. Non, puis effectivement, je suis quand même en dehors de ma zone de confort. Fait que, je reste très humble dans ce que je peux faire moi-même seul. Fait que c'est sûr que moi, j'arrive avec mon bagage puis mon expérience personnelle, autant de soignants puis de personnes qui ont eu à
à partir en quête d'aide dans le système dans lequel on est. Puis c'est sûr que quand on constate à quel point des fois on a l'impression d'être laissé à nous-mêmes, ben ça m'a permis de voir un peu de l'intérieur, ben c'est quoi les besoins, de manière à offrir des solutions qui vont être plus enclines à aider. Mais c'est sûr que en ce moment, je suis à la recherche de partenaires, justement, de gens qui ont plus un profil entrepreneurial, business, des gens qui ont plus un profil techno. On identifie un partenaire technologique pour commencer une phase de découverte, justement, puis de design thinking pour essayer d'arriver à une solution à la fois innovante, mais qui va répondre vraiment à des besoins. Mais avant ça, ben c'est pour ça qu'une des choses que je trouve importante, c'est de parler aux gens, d'écouter, de comprendre la problématique pour être sûr de comprendre qui sont les gens qui demandent de l'aide, quel genre d'aide ils ont besoin. Puis après ça, on arrive avec des solutions. Mais oui, toute aide sera la bienvenue parce que je ne cacherai pas que c'est une quête qui est très solitaire, l'entrepreneuriat, au début, surtout à ses débuts, parce qu'on a une vision qui est de plus en plus claire, puis des motivations qui sont de plus en plus définies. Mais on arrive à une limite de ce qu'on peut faire comme individu. Puis là, je suis rendu à l'étape, justement, de trouver soit des cofondateurs ou des partenaires qui vont vouloir mettre l'épaule à la roue puis qui vont dire, ben, tu vois, moi, cet aspect-là, ben, je connais ça, j'ai de l'expérience là-dedans, puis j'ai tel réseau de contacts. Fait que c'est sûr que j'apprécierais peut-être s'il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont de la motivation à ce niveau-là, ben, c'est sûr que moi, je prends un. Excellent, on va passer le message. Donc, as-tu des échéanciers dans tes rêves les plus fous, disons, d'être non, parce que j'ai toujours dit que vaut mieux prendre le temps puis bien faire les choses, puis de vraiment identifier les besoins, puis des solutions qui vont répondre clairement à ces besoins-là. Puis d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles, dans les derniers mois, j'ai retardé un peu le développement. Un, parce que du point de vue personnel, j'avais traversé des choses qui étaient moins faciles, puis j'ai eu moi-même besoin le temps de prendre un temps d'arrêt pour recharger mes propres batteries. Puis on peut pas donner aux autres ce qu'on n'est pas capable de donner à soi-même. Fait que c'est sûr qu'avant d'arriver dans une quête de développement d'un projet ambitieux comme Vocinova, ben il faut que je sois capable de prendre soin de moi-même. Là, ça va beaucoup mieux, mais c'est sûr que je veux arriver à un point où est-ce que les choses peuvent se faire en parallèle avec ma vie personnelle, professionnelle, puis d'avoir un peu aussi des gens qui vont être plus intelligents que moi dans certains domaines complémentaires, on va dire. Excellent à suivre. Steven, ça fait un excellent tour d'horizon, donc on va suivre la poursuite de ce projet-là. Donc, merci beaucoup. Puis, comme tu le sais sans doute, ou je te l'apprends par surprise, mais le balado a une petite section baguette magique. Donc, je serais bien curieux de t'entendre sur ce que tu changerais par magie dans le système de santé aujourd'hui. J'aurais quelques idées après t'avoir entendu parler, mais ça pourrait venir du champ gauche aussi. Ben, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tout le monde puisse avoir la capacité, la confiance de se livrer puis d'être vulnérable en public sans que ça vienne avec une crainte de pareil pour film. Fait que, je pense que de venir casser un peu ce modèle de l'ange gardien qui est parfait ou infaillible, ça ferait partie, d'après moi, des solutions. C'est bien. Et aurais-tu une rencontre de rêve, une personne dans le monde, vivante ou décédée, que tu aimerais ou aurais aimé rencontrer, disons? C'est une bonne question.
c'est sûr, des fois, j'ai des gens dans ma famille. Des fois, on essaie de se comprendre un peu nous-mêmes, pourquoi on est de telle manière. T'sais, moi, comme en médecine interne, j'aime ça tout comprendre. Fait que de rencontrer un de mes ancêtres pour voir de où on est parti puis où est-ce qu'on est rendu, je trouverais ça intéressant. Pas un ancêtre précis, mais un ancêtre. Ouais. Tu reculerais de combien? C'est sûr, moi, Palenchuk, c'est ukrainien. Fait que c'est sûr, j'ai plus de famille maintenant immédiate ici là, qui ont encore des racines là-bas, mais j'aurais été curieux de savoir c'est quoi mes origines, puis comment on en est arrivé à s'installer au Canada. Au Canada. Ouais. C'est intéressant parce qu'à ma connaissance, la plus grande diaspora ukrainienne au monde est au Canada, d'ailleurs. Hein? Oui, il y a une bonne population au Manitoba. 1,5 million, je pense, c'est ça. Qui était venu peut-être plus au milieu du 20e siècle là, pour l'agriculture, mais c'est des choses que les gens ignorent, mais je pense qu'il y a 1,5 million de Canadiens d'origine ukrainienne, si je ne m'abuse. Donc, c'est une chose intéressante à savoir. Steven, merci beaucoup, ça a été... très apprécié, donc merci de m'avoir livré ce témoignage. Là. C'est vraiment... J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui sont capables de parler de ça de cette façon-là, puis on va te souhaiter bonne chance avec Vocinova, puis passer le message pour les partenaires. Merci. Oui, merci. À bientôt. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.